d'immortalité a toujours hanté l'imaginaire de l'homme, des Babyloniens aux Grecs, jusqu'aux nouvelles technologies, creusant, siècle après siècle, civilisation après civilisation, le sillon d'une inquiétude originaire. On se souvient de Gilgamesh, cherchant désespérément à acquérir l'immortalité réservée aux dieux, jusqu'à ce que la nymphe Sidori, il y a quelques 4000 ans déjà, lui révèle que sa quête était vaine parce que les dieux ne tenaient pas à partager ce privilège. Regarde tendrement ton petit qui te tient la main et fais le bonheur de ta femme serré contre toi, car telle est l'unique perspective de l'homme. Alors, il faut croire que la voix de la nymphe n'a pas porté très loin, ou alors qu'elle connaissait mal la nature de l'homme, dont la conscience, Descartes l'a bien vu, est marquée du sceau de l'infini, et qu'à ce titre, aller à la conquête de l'impossible, faire reculer les limites du temps et de l'espace, et chercher à s'emparer des privilèges des dieux, d'immortalité dans tout cas, fait partie de la nature de l'homme. Alors nous allons voir comment cette recherche d'immortalité, cette recherche d'un impossible rêve, opère comme un puissant levier d'exploration et de découverte. La mythologie en offre déjà le témoignage archaïque. On pourrait considérer que le transhumanisme en est aujourd'hui le contrepoint désespéré. C'est l'alchimie qui nous servira dans cette conférence de champ privilégié, l'alchimie avec sa quête obsessionnelle de la pierre philosophale devant garantir cette immortalité. L'alchimie va donc nous servir de prétexte pour montrer que l'imaginaire et l'irrationnel sont des forces créatrices étonnantes, des vecteurs d'innovation qui viennent seconder de manière efficace le travail de la raison. Et nous allons plus particulièrement parler d'alchimie à la Renaissance, ce qui peut vous sembler curieux, parce que quand on parle d'alchimie, c'est évidemment le Moyen-Âge qui nous vient tout d'abord à l'esprit, avec tout un cortège d'images d'Épinal, Nicolas Flamel, les Templiers, les faiseurs d'or. Alors, si nous allons parler d'alchimie à la Renaissance, c'est parce qu'au Moyen-Âge, l'Inquisition avait empêché le plein épanouissement de la discipline. Les pratiques alchimiques étaient considérées comme diaboliques. En réalité, ce qui posait problème au Moyen-Âge, c'était la notion d'expérimentation. Expérimenter, c'était potentiellement remettre en cause un ordre donné. On peut évoquer, à titre d'anecdote, l'histoire de Gerbert, qui a vécu à peu près vers l'an 1000 et qui a été le précepteur du fils du Capet. Alors, il avait été chassé de la cour impériale parce qu'il pratiquait les sciences. Curiosité de l'histoire, il a fini par devenir pape sous le nom de Sylvestre II, mais le démon de l'expérimentation ne l'avait jamais quitté. Il avait réalisé ce qu'on peut considérer comme étant l'ancêtre de l'horloge, un objet tout à fait inconnu pour l'époque, et ça avait suffi pour lui assurer une réputation de sorcier jusqu'à la fin de ses jours. Les alchimistes ont aussi et surtout découvert le rôle des substances chimiques chez les êtres vivants. Pour eux, le microcosme humain est un mélange chimique dont la maladie vient rompre l'équilibre. Il est donc primordial de comprendre la chimie du corps pour pouvoir rétablir cet équilibre par l'ingestion de médicaments appropriés. Dans ce domaine, l'alchimiste et médecin Paracels fait figure d'avant-garde. Alors chez Paracels, deux choses très importantes, l'expérience et l'analogie. Paracels est le premier à mettre l'expérience au cœur de la théorie médicale. Il se révolte contre les médecins de son temps qui ont failli de manière honteuse à leur mission et qui plus est mettent en danger la santé du malade. Pour Paracels, c'est le malade qui doit être le seul livre du médecin, ce qui est une conception quand même assez novatrice pour l'époque. Paracels avait d'ailleurs conscience de révolutionner les pratiques médicales de son époque. En matière de livres, on peut signaler au passage qu'il organisait régulièrement des autodafés, des livres de ses contemporains, devant ses étudiants à l'université de Bâle, où il enseignait la médecine. Quittons Paracels et les mages de la Renaissance pour voir comment Newton va trouver dans l'alchimie une source d'inspiration féconde. Alors le contexte scientifique de son époque est assez particulier. On assiste au développement de la physique mécaniste au XVIIe siècle. L'alchimie est en perte de vitesse et ses détracteurs sont de plus en plus nombreux. Newton, voulant se démarquer
de l'interprétation purement mécaniste de la nature va trouver dans l'alchimie un précieux allié. Peu de gens savent que le père de la physique moderne a pratiqué l'alchimie pendant plus de 30 ans. Et pourtant, il nous a laissé des travaux alchimiques d'envergure qui relatent, entre autres, ses nombreuses tentatives de vouloir transformer le plomb en or. Alors, ce qui séduit d'abord Newton dans l'alchimie et qui va influencer de manière déterminante son œuvre scientifique, c'est cette interprétation globale, cohérente et équilibrée qu'elle lui donne du monde et des phénomènes naturels. Newton, qui est un esprit tout autant scientifique que religieux, trouve en effet dans l'alchimie une manière de réconcilier la physique mécaniste, qui repose sur une conception neutre de la matière, avec une vision plus spirituelle de la création. Dans ces années de formation universitaire, Newton menait après tout de front 3 projets, l'un apologétique pour montrer la grandeur de Dieu dans la création, le deuxième alchimique et le troisième physique et mathématique. Et c'est ainsi que Newton, avant l'heure, découvre que le raisonnement par analogie est un robuste levier de découverte. Le père de la physique moderne cherche en effet à traduire dans un langage mathématique et dans des lois destinées à être vérifiées par l'expérience des notions alchimiques supposées occultes et fantaisistes. Et c'est ainsi que mécanique et alchimie se chevauchent pour fonder l'une des plus grandes lois de la physique classique moderne. Cette notion de force, notamment la force d'attraction gravitationnelle, a été considérée comme suspecte par les contemporains de Newton, qui voyaient en elle une résurgence de l'occultisme, du paranormal, du non maîtrisable par la pensée pure, et donc de parfaitement méprisable. À la sortie du livre de Newton, le physicien néerlandais Christian Huygens écrit avec condescendance « Je veux bien que Newton ne soit pas cartésien, pourvu qu'il ne nous fasse pas des suppositions comme celle de l'attraction. » Et pourtant, l'alchimie semble bien être la genèse de l'œuvre, même si les premiers commentateurs de Newton gardaient un silence gêné par rapport à ses activités alchimiques, considérées au mieux comme des rêveries de collégiens, au pire comme un égarement intellectuel impardonnable. C'est intéressant de faire après Newton un bref détour par Leibniz. Leibniz, qui fut non seulement le mathématicien génial, inventeur de la fonction et du calcul infinitésimal, inventeur controversé puisqu'un procès pénible l'avait opposé à Newton qui en revendiquait lui aussi la paternité, mais aussi un philosophe. Et quel philosophe ? Le philosophe rationaliste par excellence, celui dont le système est le plus policé et le plus ordonné qui soit. Il est donc tout sauf anodin qu'un tel esprit se soit penché sur l'alchimie, qu'il ait eu cette ouverture exceptionnelle d'esprit de se demander en quoi la quête alchimique pouvait lui donner des outils pour féconder son propre système de pensée. Il est temps de tirer un enseignement de ce qui précède. Nous avons évoqué le tribut que la science moderne doit à l'alchimie, en physique et en médecine. La question que nous pourrions nous poser pour terminer est la suivante. La démarche alchimique peut-elle encore donner à penser ? Y a-t-il une leçon que les alchimistes peuvent nous donner à entendre aujourd'hui ? C'est une question difficile, parce que leurs critères d'intelligibilité sont très différents des nôtres. Leur langage est touffu, symbolique. Leur œuvre a un caractère labyrinthique qui est rude d'accès. Faut-il pour autant en rester à l'idée que l'art alchimique, art de l'impossible s'il en est, n'est qu'extravagance, fantaisie, curiosité historique ou même folie ? Dans son cours sur Leibniz, Gilles Deleuze se demandait qu'est-ce qu'être leibnizien aujourd'hui ? Est-ce qu'on oserait la même formule sans craindre le ridicule ? Qu'est-ce qu'être alchimiste en 2015 ? Ou plus précisément, qu'est-ce que l'alchimie et au-delà de l'alchimie ? La Renaissance, qui en a permis l'épanouissement, peut inspirer aux innovateurs d'aujourd'hui. Quels aiguillons, quel état d'esprit, quelle méthode peut-être ? Encore une fois, la démarche renaissante est bien déroutante pour nous, modernes. C'est un fait avec cette symbiose permanente qui est produite entre la magie et le rationnel, entre la mystique et la science. Nos sciences procèdent par analyse, alors que les savants de cette époque supposent un parallélisme parfait entre toutes les manifestations naturelles et surnaturelles. Mais
Ce que nous percevons comme faiblesse n'est peut-être qu'idée préconçue. Les textes alchimiques servent de support au songe, à la vision, à l'imaginaire, à la sensibilité, autant de forces qu'il serait vain d'extraire du processus créatif au risque de fermer des portes au seuil desquelles une imprévisible idée aurait pu se présenter. Dans l'une des conférences à venir, nous analyserons l'efficacité redoutable de l'imaginaire, voire des forces inconscientes dans le processus de découverte. Si l'alchimie a constitué une source d'inspiration certaine pour l'œuvre scientifique de Newton, pour nous, c'est moins le contenu, évidemment, que l'approche qui peut nous servir de source d'inspiration. Bien sûr, il ne s'agit pas de ressortir nos alambics, nos creusets et autres pots de sublimation, mais de relativiser peut-être l'orgueil d'une raison qui cherche à avoir l'exclusivité. Dans le sillage d'un Voltaire qui disait « il faut des chimères aux malheureux ». Mais c'est justement cette notion de chimère qui nous intéresse et sur laquelle on a voulu s'attarder dans cette conférence. François Jacob, prix Nobel de médecine, constatait que la démarche scientifique ne consiste pas simplement à observer. Elle commence par l'invention d'un monde possible ou d'un fragment de monde possible qui permet d'avoir une perception plus fine de ce qu'on appelle réalité. N'est-ce pas ce que nous donnent à voir les alchimistes? En nous proposant une interprétation du monde et de la vie, ils sont parvenus au seuil de certaines découvertes modernes.